Bienvenue à tous pour cette dernière session de clôture de notre semaine régionale. Comme chaque année, maintenant, on a l'habitude de conclure notre journée régionale par l'intervention d'un grand témoin qui nous interpelle sur nos pratiques avec une intervention un peu décalée. En fait, pas si décalée que ça, bien évidemment. Quand on parle de culture de sécurité, on fait le lien obligatoirement avec la culture d'entreprise. Là aussi, on va y retrouver une partie visible, les manières de faire, une partie invisible, les manières de penser. Lorsqu'on est amené à regrouper des établissements ou des structures sous une même bannière d'un groupement hospitalier ou d'un réseau de soins, on se heurte à des cultures, des histoires qui peuvent être différentes. On a entendu d'ailleurs 2 témoignages cette semaine sur le sujet. Et lorsque ces cultures viennent de pays différents, on imagine facilement que la difficulté se corse. Madame Libois, qui nous a donné un avant-goût mercredi. Je vous propose maintenant d'entendre le témoignage de Monsieur Jamel Wanda. Il est Chief Integration and Best Practices Sharing Officer, j'essaie de le dire en anglais, au sein du groupe Ramsay Santé. Autrement dit, il est chargé de l'intégration de nouvelles équipes et du partage des meilleures pratiques au sein d'un mastodonte de près de 400 établissements de santé répartis dans 5 pays en Europe, qui lui-même fait partie d'un groupe australien ayant des établissements dans une grande partie de l'Asie. Donc, vous voyez, ce mastodonte, c'est le résultat de la fusion, on va le faire simple, de 2 entités, une entité franco-australienne et une entité scandinave. Nous lui avons posé la question de la construction d'une culture commune avec des personnes aussi différentes. Quels conseils il peut nous donner? Quelle stratégie mettre en place? Quelle organisation privilégier? Existe-t-il des outils pour nous aider? Je laisse la parole à Jamel Wanda. Merci Xavier pour cette introduction et bonjour à tous. C'est vrai que Xavier, quand tu m'as sollicité sur ce sujet, dans un premier temps, j'ai considéré que j'étais pas forcément un expert et j'ai perçu la demande effectivement plus comme un retour d'expérience de ce qu'on a vécu au cours de ces 2 dernières années. Et en y réfléchissant, je me dis que sur le sujet de la culture, quelque part, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit, parce que j'ai vécu dès mon plus jeune âge et jusqu'à mes 18 ans, j'ai vécu dans 2 cultures. Je considère que j'ai eu la chance de bénéficier d'une éducation et de l'école française, et en même temps, à mon domicile, dans mon foyer familial, j'ai bénéficié d'une culture d'origine marocaine, très traditionnelle, et qui m'a, dès mon plus jeune âge, appris à appréhender ces problématiques de culture. Et je dirais cette confrontation, sans que ce soit de la confrontation, mais je dirais le sujet culturel est un sujet dans lequel j'ai, dans un second temps, exercé au travers de mon expérience professionnelle, parce que avant de rejoindre la santé, j'ai passé 10 ans dans l'industrie, dans un environnement très international. J'ai eu à cette occasion la chance de travailler 2 ans en Italie. J'ai eu l'occasion de travailler 3 ans en Pologne. Et même si ça reste un pays européen, on distingue des différences et je dirais des façons de faire et des façons de penser, pour reprendre le terme de Xavier, assez différentes. Et puis, dans le cadre de mes fonctions aussi, j'ai eu la chance d'avoir des équipes qui étaient réparties un peu partout sur la planète, au Japon, en Chine, au Brésil, aux États-Unis, au Mexique, en Afrique du Sud. Et j'ai pu m'enrichir, je dirais, de ces expériences. C'est ce qui m'a aidé quelque part à rejoindre la santé, parce que quand j'ai quitté, pour tout vous dire, l'industrie automobile, et quand j'ai décidé de rejoindre la santé, j'ai été confronté à un vrai choc culturel sur un état d'esprit, sur une façon de faire, sur des façons de penser. Et tous ces éléments ont été mis quelque part à profit au cours de ces dernières années. Et en particulier, donc dans le cadre d'un projet qu'on a appelé Génome. Je vais essayer de passer en plein écran, excusez-moi. Voilà, un projet qu'on a appelé Génome, qui a démarré le 7 novembre 2018 et qui a fait suite donc à l'acquisition d'un groupe Capio
du groupe Capio pour constituer un nouveau groupe, donc qui s'appelle Ramsay Santé, qui est présent sur 5 pays, avec près de 400 établissements répartis sur l'ensemble des pays. Aujourd'hui, ce nouveau groupe réunit plus de 36 000 collaborateurs, une communauté médicale très large, avec 9 000 médecins, presque 9 000 médecins libéraux, environ 7 000 patients qui sont pris en charge, et avec une capacité d'investissement de 200 millions d'euros par an pour, je dirais, continuer à se développer et à, je dirais, oui, se développer à différents niveaux. Alors, peut-être quelques éléments chiffrés sur cette acquisition et sur la taille du groupe. Donc, je l'évoquais, un peu moins de 4 milliards de chiffre d'affaires. La particularité de cette acquisition, c'est que pour la première fois, elle permet au groupe Ramsay de venir s'ouvrir sur l'Europe et elle vient nous positionner en tant que deuxième acteur. Après, un groupe allemand que vous connaissez qui est présent sur l'Allemagne, sur l'Espagne et sur différents pays s'agissant je dirais, d'hôpitaux avec des activités annexes que vous connaissez certainement. Donc, une grande nouveauté pour nous en tant qu'acteurs au niveau européen. Sur la France, on a pu constater au cours de ces dernières années une vraie consolidation du marché de l'hospitalisation privée avec une place de leader historique qui commençait à être contestée par, je dirais, des concurrents effectivement qui ont grossi. Et l'acquisition de Capio est venue quelque part renforcer notre position de leader en creusant l'écart avec la concurrence. Donc clairement, ça répond à une ambition qui est ancrée dans l'organisation, cette volonté d'être leader, d'agir en tant que leader. Et je dirais, cette volonté, cette ambition, elle est vraie en France, mais elle est vraie aussi dans les pays dans lesquels nous sommes désormais présents. Le groupe est leader en Suède. Le groupe est le deuxième acteur au Danemark, et en Norvège. Nous étions, au moment de l'acquisition, nous étions présents également sur l'Allemagne et nous avons cédé ces activités il y a quelques semaines car nous occupions des positions très moyennes sur ce marché avec peu d'opportunités de développement. Au-delà du chiffre et je dirais de la taille, cette acquisition et ce rapprochement représentaient des enjeux importants en termes de métier parce que les systèmes de santé dans chacun des pays et les modèles de prise en charge étaient différents. On voit à travers ce document les métiers sur lesquels nous sommes présents au travers des différents pays et l'intérêt de cette acquisition, c'était justement de pouvoir s'enrichir, entre autres, sur le périmètre des soins primaires où la Suède est le leader incontesté en la matière avec 105 structures de centres de soins primaires pour prendre en charge un peu plus d'1 million de Suédois. Une volonté d'intégrer des nouveaux métiers pour avoir un parcours de soins et une vision plus globale de la prise en charge du patient. Voilà, donc l'idée c'était de vous donner une idée, je dirais, des éléments sur le contexte, sur qui on était et ce qu'on représente. Maintenant, je vais rentrer dans le détail du projet. Et avant de rentrer dans le sujet de la culture qui va nous animer sur le reste de la session, je souhaiterais rapidement reprendre les quatre objectifs que nous nous étions fixés. Voilà, donc ils sont le premier, je dirais, tourne autour de la construction d'une nouvelle organisation, du rapprochement de ces deux entités, avec un nouveau modèle de gouvernance à mettre en place. Le deuxième était autour du partage des meilleures pratiques. Et j'insiste sur ce point-là parce que dans l'histoire du groupe, on a eu l'occasion de faire au cours des dernières années de nombreuses acquisitions,
je dirais, de cliniques indépendantes ou de groupes qui sont beaucoup plus petits. Et très souvent, quand on organisait je dirais, ces rapprochements, on ne prenait pas le temps de s'interroger sur les pratiques existantes de manière un peu hégémonique. On avait tendance à venir, à déployer les process tels qu'ils existaient chez nous, à déployer des outils tels qu'ils existaient chez nous, sans se soucier, je dirais, de la façon dont l'établissement, de manière indépendante, fonctionnait. C'est le genre d'opération, et je dirais, de pratique qu'on ne pouvait absolument pas avoir avec le groupe Capio, de par sa taille, de par son histoire, de par sa notoriété, de par, je dirais, sa réputation. Et d'un point de vue purement philosophique, et je vais expliquer après derrière comment ça se traduit, on a tenu à profiter de cette occasion justement pour tout reposer à plat, regarder ce qui se faisait de part et d'autre et essayer de choisir le meilleur des deux mondes. Troisième point, avec des objectifs clairement financiers, des enjeux de synergie, d'optimisation de coûts sur lesquels on s'était engagé au moment de cette acquisition. Et le quatrième point sur lequel je vais m'attarder un peu plus, justement, c'est le sujet du référentiel de partage de valeur. On traduira quelque part sur, je dirais, la construction d'une nouvelle culture commune. Un petit point peut-être sur le fait que ces sujets d'intégration ont dû être menés en parallèle d'une marche courante de projets qui étaient en cours de part et d'autre dans les structures. Et il a fallu, je dirais, avoir les bons capteurs pour définir la vitesse à laquelle on voulait le faire. Alors, sur le premier point, s'agissant de l'organisation, vous avez en photo mes collègues du comité exécutif. Donc, on a commencé effectivement par la gouvernance à son plus haut niveau. Et donc, le 7 février, donc quelques semaines après le rachat, très rapidement, Pascal Rocher, directeur général du groupe, a constitué son nouveau comité exécutif à l'échelle européenne. Je vous faisais part de la philosophie d'intégration. C'est je dirais, une parfaite illustration de la façon dont on a voulu aborder cette intégration, parce que ce nouveau comité exécutif est composé pour moitié par des personnes issues de Ramsay Général de Santé et des membres issus de Capio. Donc ça a été un message fort, et en tout cas il a été perçu comme ça auprès des équipes. Parce qu'on souhaitait vraiment à pouvoir consolider une équipe qui tienne compte, je dirais, de l'antériorité, de la seniorité, de l'expertise qui existait dans les deux organisations. Donc, le 7 novembre, je dirais une date fondatrice dans l'histoire du groupe avec ce nouveau comité exécutif. Et derrière chacun des patrons fonctionnels et patrons de pays a décliné cette organisation en prenant en compte, je dirais, la façon dont on voulait la construire. Au niveau peut-être un peu plus local et sur périmètre France, on a eu, à l'échelle française, sachez qu'on est constitué, on est organisé en pôles. Le pôle, c'est le regroupement d'un ou de plusieurs établissements sur un territoire de santé. L'acquisition du groupe Capio est venue, je dirais, nous renforcer sur des villes où nous étions déjà présents, sur le pôle Lyon, sur le pôle Toulouse, sur le pôle Île-de-France Nord-Ouest, et nous a donné l'opportunité de venir nous positionner sur des territoires où nous n'étions pas présents, et en particulier sur le sud-ouest de la France avec le pôle Aquitaine. Donc, encore une fois, une déclinaison je dirais, de cette nouvelle organisation. Deuxième illustration sur les objectifs. Sur le deuxième objectif, donc le partage de bonnes pratiques. Alors, peut-être que j'aurais pu préciser ça aussi en termes de gouvernance et d'animation.
dès lors que le projet Génome a été ouvert, nous avons nous avons ouvert 18 chantiers. À la tête de chacun des chantiers, nous avions un binôme qui était constitué d'une personne et d'un membre d'un sponsor Capio et d'un sponsor RGDS, Ramsey Santé, pardon. Ces deux sponsors avaient, je dirais, une responsabilité activer cette phase qu'on a appelée de découverte. Donc là, il s'agissait d'ouvrir les livres de part et d'autre, d'expliquer quelles étaient les organisations, comment on fonctionnait, quels étaient les outils. Ces deux sponsors, après cette phase de découverte, avaient pour objectif d'établir l'ensemble des sujets et l'ensemble des actions qu'ils allaient devoir engager dans le cadre de cette intégration. Donc, pour être, je dirais, très explicite, vous aviez des chantiers autour de, je dirais, de fonctions sièges, type la finance, les achats, la qualité, les relations médicales, etc. Et au même niveau, vous aviez aussi des chantiers autour des pays sur l'organisation opérationnelle à l'échelle des établissements, etc., etc. Donc, ces chantiers, et c'était mon rôle, c'était d'animer donc ces différents chantiers, d'avoir une gouvernance pour s'assurer que quelque part on ait une instance qui permette justement de partager et de restituer l'ensemble de ces réflexions, des propositions. Et la chose, je dirais, dont j'étais garant, c'était l'objectivité dans la façon dont les dossiers étaient instruits pour pouvoir faire des choix, quels qu'ils soient, et des choix qui soient retenus à l'échelle du nouveau groupe. Et donc, au travers de cet exercice, on a eu l'occasion, sur tous les chantiers, d'identifier des pratiques, des bonnes pratiques, et de les diffuser à grande échelle. À titre d'exemple, il y a le sujet des centres de soins primaires que j'ai évoqué, qui est une vraie expertise chez nos collègues nordiques et dans les pays suédois, et sur lesquels nous, on s'est inspiré pour justement déposer un dossier dans le cadre de l'article 51 et avoir la possibilité d'ouvrir, et c'est ce qu'on prévoit l'année prochaine, on en a déjà ouvert un cette année, d'ouvrir 5 centres de soins primaires à titre expérimental avec un modèle d'organisation différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, avec des docteurs qui seront salariés, avec un modèle de financement qui sera différent, un modèle de financement à la capitation, donc un montant forfaitaire annuel par patient, avec une vocation, dans le cadre de l'article 51, d'améliorer la qualité des soins, d'apporter de l'innovation dans l'organisation et de répondre à des vrais besoins de santé. Voilà, donc je dirais que s'agissant de partage de bonnes pratiques, vous pouvez imaginer la complexité de se lancer dans ce genre de sujet en partant d'une page blanche. Dans notre cas, on a bénéficié de 10 ans d'expertise et 10 ans de retour d'expérience dans les pays suédois. On a bénéficié, je dirais, de retours sur tous les niveaux, sur la façon dont on délivre la qualité des soins, le modèle qu'ils ont mis en place en termes de prévention, parce que dans leur modèle de prise en charge, ce qui prime, c'est la prévention et de faire en sorte que la population qui est gérée reste en bonne santé. Et donc, ça a donné beaucoup de crédibilité à notre dossier et beaucoup d'assurance dans la façon dont on va vouloir le déployer. Deuxième sujet, il tournait, et je ne suis pas exhaustif bien évidemment, le deuxième sujet, il tournait autour de la protocolisation et de la standardisation des prises en charge avec, je dirais, un historique assez important autour de la récupération rapide dans les pays nordiques. Et donc pouvoir capitaliser et bénéficier de ce qui se faisait en réunissant les équipes sur ce genre de sujet. Il y a eu beaucoup de sujets autour des bonnes pratiques dans différents métiers au niveau des achats, et on en parlera ensuite parce que ça a impacté clairement le sujet des synergies, sur le codage,
sur les outils de finance, sur les pratiques au niveau RH et sur la façon dont on gérait les talents, etc., etc. Je dirais que il faudrait une session beaucoup plus longue pour que je puisse rentrer dans le détail de ces sujets-là, mais ce qu'il faut retenir vraiment sur ce point-là, c'est que pour nous, ça a été une vraie opportunité de revisiter la façon dont on travaille en analysant, je dirais, un acteur de taille très significative, crédible sur le marché et avec qui on a énormément appris. Troisième sujet, des synergies, chiffre officiel, on s'était engagé à délivrer 20 millions d'euros. On a largement dépassé cet objectif, on a bénéficié de synergies au niveau achat, d'une part, et pour l'essentiel, et dans une moindre mesure, on a bénéficié de synergies aussi au niveau des organisations, et on a eu l'occasion de l'évoquer dans le cadre du premier point. Dernier objectif, c'est le sujet du référentiel de valeur. Et ça a été, je dirais, une des premières confrontations sur le sujet de la marque, parce que, comme vous pouvez l'imaginer, il y a un attachement à la marque, quelque part, qui représente qui on est, qui représente qui je dirais, quel rôle on joue dans la société. Il y a eu, sans rentrer dans le détail, énormément de débats, de discussions pour comprendre quels pouvaient être les impacts. Et quelque part, on est arrivé à un consensus où le nom du groupe, le nom du nouveau groupe, c'est Ramsay Santé, mais au regard de la notoriété du groupe Capio dans les pays nordiques, on a souhaité préserver cette identité et ça a été, je dirais, une première étape dans les sujets de culture. Voilà, donc la culture, avant de rentrer, je dirais, sur un outil et sur des éléments de méthode, sur la façon dont on a souhaité l'adresser, peut-être passer un peu de temps sur je dirais, de la définition et illustrer pourquoi le sujet de la culture est essentiel dans des projets d'intégration. Alors, la culture, oui. Culture, c'est un terme qui peut être un peu générique et utilisé, je dirais, à différentes occasions et pour exprimer différentes choses. Vous le voyez à l'écran, on peut utiliser le terme de culture pour faire référence à des sujets de valeur. On peut parler de culture pour faire référence à la façon dont les collaborateurs s'engagent au sein de l'entreprise. Vraie problématique aussi sur lequel on a beaucoup débattu, c'est quelle nuance faire entre la culture de l'entreprise et la culture propre, je dirais, à son pays et à sa nationalité, et donc les stéréotypes qui sont associés à ce genre de choses. La culture aussi qui peut être illustrée à travers la langue. Moi, j'aime bien parler de l'humour anglais qui, quelque part, au travers de sa forme, de sa construction de phrases, vient donner aussi une forme d'identité. Et sujet que j'évoquais aussi en préambule, tout ce qui va tourner autour des traditions, des rituels, et qui vont qui peuvent être assimilés à la culture. Donc, le sujet, là où il est complexe, c'est que dès lors qu'on parle de culture, ça peut être très, très large. Et qu'on a dû, dans un premier temps, très rapidement, essayer de focaliser pour essayer de comprendre quel sujet on voulait adresser, sur quoi on voulait se focaliser. Et on a considéré que, c'est notre définition en tout cas, que le sujet de la culture, au sein de l'entreprise, c'est ce qui va permettre de comprendre comment l'organisation fonctionne, qui va permettre de comprendre comment les personnes communiquent entre elles, comment les personnes interagissent entre elles, quelles sont quels sont les modes de prise de décision, quels sont les comportements qui vont caractériser, je dirais, les collaborateurs de l'entreprise. Donc, on a voulu
et c'est étonnant parce que j'ai entendu Xavier décrire cette slide en introduction. On a voulu, si vous voulez, considérer que le sujet de la culture au sein de notre entreprise, elle avait vocation à se focaliser sur les comportements, les états d'esprit, et quelque part, on l'a traduit aussi comme étant une façon, je dirais, d'illustrer les pratiques managériales. Ok, en sachant que, et c'est là où il y a un vrai piège, le sujet de la culture, c'est pas uniquement ce qu'on va voir, c'est pas uniquement ce qui est visible, c'est pas uniquement ce qui est fait, c'est aussi ce qui est profondément ancré au sein des personnes, ce qui est profondément ancré, je dirais, qui va même au-delà de l'individu, parce que dès lors qu'on rejoint une organisation, dès lors qu'on rejoint dans l'entreprise, on adhère ou pas à la culture, et on peut avoir des situations, je dirais, de rejet. De rejet, oui, tout à fait, avec des gens qui ne se sentent pas alignés avec la façon dont je dirais, la culture est construite et est définie au sein du groupe. Donc, il faut vraiment, et en tout cas, on a essayé d'être vigilant sur ce point-là, c'est de se dire, attention, ne nous arrêtons pas je dirais, à la première lentille et au premier prisme de lecture. Essayons d'aller plus loin, essayons de comprendre ce qui explique la façon et pourquoi les choses sont faites comme ça. Il y a une histoire, il y a des hommes, il y a une antériorité qui vient quelque part bâtir cet écosystème très complexe. Alors, on a très rapidement, dans le cadre du projet, on a pris en compte le sujet de la culture. Il faisait partie des 4 objectifs tels qu'on les a vus, avec le même niveau d'importance, voire plus, et j'expliquerai pourquoi, avec des enjeux de temporalité qui sont complètement différents. Le sujet des synergies, il est derrière nous. Le sujet de la culture, au moment où on se parle, il est encore en cours et il est encore devant nous. J'ai pas la prétention de dire que l'objectif, même si on est dans une phase de clôture du projet d'intégration pour d'autres raisons que j'évoquerai, le sujet de la culture, il va perdurer dans le temps. Mais comme je le disais, pour nous, c'était très important dès le départ parce qu'on a essayé d'apprendre aussi de ce qu'avaient fait les autres dans d'autres secteurs s'agissant d'intégration, et on a voulu essayer d'éviter de répéter les mêmes erreurs. Ce qui en ressort des enseignements, c'est que, la culture, elle est corrélée à la performance. Très clairement, il y a plusieurs études qui montrent que les entreprises avec des cultures saines sont 3 fois plus performantes. Du même ordre, la culture, elle est clé aussi pour réaliser des changements à grande échelle. Et dès lors qu'on parle d'intégration, on est sur des sujets de changement de part et d'autre. Dès lors qu'on va changer les outils, dès lors qu'on va changer les pratiques, il va falloir embarquer les équipes et donc avoir la culture qui permet d'engager ces natures de changement. Le 3e élément aussi, c'est que quelque part, la culture, c'est ce qui peut représenter la marque de fabrique d'une entreprise. Vous avez peut-être connaissance de l'exemple de Southwest, compagnie aérienne américaine qui, grâce à sa culture, a eu une capacité à avoir un positionnement sur le marché, une attractivité que tous les concurrents qui pourtant offraient le même type de service, transporter des gens en avion, n'avaient pas réussi à répliquer. Donc c'est vraiment, je dirais, une identité qui est propre et spécifique à chacune des entreprises. Et puis à l'extrême, je n'ai pas forcément d'exemple à vous donner, mais on peut avoir, à cause de problèmes de culture, des entreprises qui sont en échec total, des dirigeants, et on en a peut-être quelques-uns en tête, mais des dirigeants qui se retrouvent en difficulté parce que le sujet de la culture n'est pas traité, n'est pas adressé. Alors, quand on regarde sur des éléments peut-être un peu plus chiffrés, au-delà des 4 critères que je viens de partager, dans les études académiques, on considère que les problèmes organisationnels sont des sujets majeurs
de sous-performance dans le cadre des projets d'intégration. Mais quand on regarde sur un panel de 500 entreprises qui ont été amenées à gérer des intégrations, on voit que le sujet de la culture, c'est le principal critère de succès d'une intégration à hauteur de 95%, et que dans le Pareto des causes d'échec, la première cause d'échec, indéniablement, et à hauteur de 25%, le sujet de la culture est majeur. Voilà, donc dès lors que vous avez, je dirais, ces éclairages, vous ne pouvez pas faire fi de ce sujet et il faut l'appréhender, je dirais, à sa juste, je dirais, importance on a essayé avec un peu de méthode. Alors, du même ordre, et c'est un vrai risque, en tout cas, certains l'ont vécu, c'est je dirais, un processus d'escalade si le sujet n'est pas traité. Quand je parle de la phase de perception des différences, qui est la toute première phase, c'est celle que j'évoquais à un autre moment sur la découverte mutuelle. Très clairement, les équipes de part et d'autre, elles ont été sur les premières semaines en phase d'observation. On s'est regardé, pour ne pas dire on s'est reniflé, pour comprendre comment les choses fonctionnaient de part et d'autre. Encore une fois, quels étaient les circuits de décision, des inquiétudes majeures autour des processus décisionnels, surtout sur le volet des investissements. Sur le sujet des talents, on sentait aussi des réflexions sur mais qu'est-ce que vous valorisez, comment vous évaluez vos collaborateurs, comment les gens évoluent au sein de l'organisation de part et d'autre. Et donc, il y a vraiment une phase où on s'observe et où on essaie de comprendre avec qui on s'est marié quelque part. Très rapidement, il faut l'aborder ce sujet-là et je reviendrai, mais il faut l'aborder parce que, comme je disais, ça peut dévier, ça peut générer des sujets et des difficultés majeures. Toutes ces différences telles qu'elles sont perçues par les équipes, elles peuvent s'amplifier et elles peuvent commencer à constituer des fossés entre les équipes. Elles peuvent constituer des fossés qui, derrière, vont créer à l'échelle collective des catégories, des stéréotypes où chacun va essayer de se raccrocher à son camp avec une perception finalement qui commence à être malveillante vis-à-vis de l'autre, sans forcément prendre le recul et l'analyse pour essayer de comprendre, et qui peut, à l'extrême, arriver, je dirais, à des chocs culturels, à des conflits où chacun va vouloir, je dirais, prendre le dessus sur l'autre avec des situations que je ne souhaite à personne. À titre d'exemple, j'ai eu l'occasion d'échanger avec la personne qui a géré le rapprochement entre Renault et Volvo, où globalement, le sujet de la culture n'ayant pas été suffisamment adressé ou pas bien adressé, ils ont connu un vrai échec à un tel point qu'ils ont été amenés à devoir se séparer parce que les équipes n'arrivaient tout simplement pas à travailler, à communiquer, à interagir ensemble. J'avance. Voilà je dirais, pour des éléments de définition qu'il faut vraiment prendre le temps de comprendre. Peut-être aller plus rapidement. Xavier, combien de temps il me reste? Pardon, entre 5 et 10 minutes. D'accord, très bien, parfait. Alors, j'évoquais le sujet de la culture sous l'angle, bien évidemment, de la pratique managériale telle que j'évoquais. On n'a pas souhaité donc tomber dans l'aborder sous un angle ou sous un prisme qui risquait d'être beaucoup trop large et dans lequel on risquait de se perdre. Donc on s'est appuyé sur un questionnaire très structuré. Vous verrez derrière, je vous ferai une restitution en toute transparence sur les résultats de ce questionnaire qui s'appuie de manière structurée sur 3 dimensions: l'alignement, l'exécution, la transformation, 3 dimensions et 9 thèmes. Donc les 3 dimensions, l'alignement, c'est quelque part qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous anime, oui, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on veut faire ensemble.
Le deuxième sujet de l'exécution, il est beaucoup plus opérationnel. Il vient poser des questions sur comment les choses sont faites, quels sont les organes de contrôle, quels sont, je dirais, les modèles d'incentive et de reconnaissance, etc., etc. Donc là, on est vraiment dans l'organisation très, très opérationnelle. Et le troisième volet qui tourne autour de la transformation, il a vocation à décrire comment on organise le changement, comment on se projette sur l'avenir, comment on écoute l'extérieur. Voilà, donc c'est ces trois dimensions qui viennent se ventiler en 37 questions, avec des questions beaucoup plus ouvertes en introduction et en clôture pour essayer de capter de l'information et voir la façon dont les choses sont perçues. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des 37 questions, c'est juste pour vous montrer qu'effectivement, sur chacun des thèmes et chacune des dimensions et chacun des thèmes, on avait identifié une façon d'évaluer les choses avec un curseur de mémoire entre 1 et 5 pour définir un niveau d'occurrence plutôt faible, plutôt moyen, plutôt fort. OK ? De façon très, très macroscopique, vous avez une restitution des différents acteurs sur un échantillon qui était peut-être limité, mais qui était très, très révélateur. C'est ce que j'évoquais à Xavier. Quand bien même on aurait eu un échantillon très, très large, j'ai la conviction maintenant qu'on serait arrivé à peu de choses près, quasiment au même résultat. Donc, très pertinent, je dirais, dans sa restitution. On voit des termes de part et d'autre qui se ressemblent, heureusement. On voit de part et d'autre des termes différents, et j'ai envie de dire encore heureusement. Et donc c'est ça le sujet. C'est qu'est-ce qu'on fait je dirais du rendu de ce questionnaire, quelles sont les similitudes et quelles sont les différences. Alors, je ne rentrerai pas encore une fois dans le détail, mais il faut que ce soit visuel. Quand vous regardez chaque je dirais, couple de barres et correspond à une question. Et sur la partie gauche du petit bâtonnet, c'est les collaborateurs Ramsay Général de Santé. Sur la partie droite, c'est les collaborateurs Capio. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends par exemple la façon dont on va vouloir attirer les talents, on considère que aussi bien chez Ramsay Général de Santé et chez Capio, on a un curseur qui est plutôt bas et qui est commun. Ça veut dire qu'on a une vision commune et une pratique commune sur ce volet-là. Pareil pour, si je prends à titre d'exemple, la façon dont on récompense et on reconnaît la performance, de part et d'autre, c'est assez bas. Sur un autre sujet, si je prends le management opérationnel, on est sur un niveau fort de part et d'autre. Donc, on voit bien que sur l'ensemble des questionnaires, il y a des sujets où les pratiques de part et d'autre sont de même nature. A contrario, si je prends l'exemple je dirais le rôle inspirationnel des leaders, on voit que potentiellement chez Ramsay, on est sur un niveau plutôt faible, et alors que chez Capio, il est évalué de niveau plutôt fort. Autre exemple, sur la façon dont on bénéficie de l'innovation, je dirais, de la part de toutes les équipes, avec des modalités, je dirais, bottom-up, on voit que chez Ramsay, il est considéré plutôt faible, alors que chez Capio, plutôt haut, pardon, etc., etc., etc. Donc, la simple restitution, on pourrait passer des heures et c'est ce qu'on a fait, à travailler là-dessus, à essayer d'analyser, à essayer de comprendre, à essayer de le traduire, parce que ça a été le point de départ, quelque part, de notre plan d'action. Et on voit bien, effectivement, au travers des verbatims, que nos deux organisations, elles convergent sur le sujet du patient, elles convergent sur le sujet de la qualité, elles convergent sur le rôle du management et du leader dans l'organisation. A contrario, et c'est quelques exemples, on voit bien qu'il y a des différences à traiter, entre autres sur, je dirais, la façon dont
on construit les orientations stratégiques avec, encore une fois, en toute transparence, Ramsey Général de Santé qui va, en tout cas, c'est la perception des équipes, va avoir une approche plutôt descendante, alors que Capio considère qu'ils sont dans une phase plus ascendante, où je dirais le top management donne une vision globale et donne la possibilité à l'organisation locale de construire sa vision et ses orientations. Un style de management qui semble différent, plutôt directif côté Ramsey, plutôt délégatif côté Capio. Une façon de contrôler la performance avec des modalités de centralisation plutôt fortes chez Ramsey, alors qu'à contrario, on est sur un modèle plutôt décentralisé. Et donc, vous voyez bien, à travers, je dirais, cette restitution, qu'on n'est pas sur des sujets légers, c'est des sujets qui sont profonds et qu'il faut traiter. Alors, ce qu'on s'est efforcé à faire dans un premier temps, c'est d'expliquer qu'on ne souhaitait pas aligner toute l'organisation sur les mêmes pratiques managériales. Ok, déjà, dans un premier temps, on souhaitait tout simplement partager cette vision des différences. Donc là, sur le graphe que je présente, vous avez par ordre décroissant les questions sur lesquelles on avait les écarts les plus importants. Et donc, les messages qu'on a passés, c'est oui, il y a des choses qui nous réunissent et sur lesquelles on converge. Il y a des sujets sur lesquels on diverge, mais c'est pas grave. Il faut déjà, dans un premier temps, qu'on en ait conscience. Et rien que ça, c'est un énorme travail et c'est une étape importante à franchir. Accepter qu'en face, on soit pas en face, qu'on ait des modes de fonctionnement qui sont différents, qu'on ait des pratiques managériales qui soient différentes et rassurer les équipes sur le fait que, au niveau de l'organisation, on est à l'aise avec ces différences. On considère que ces différences, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est une vraie opportunité pour se poser des questions et essayer de construire ensemble la façon dont on veut définir. Et donc, il ne s'agit pas d'écraser l'un ou l'autre. On n'est pas dans une relation de force et de pouvoir. On est vraiment dans le constat. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, dès lors qu'on avait franchi cette étape, c'est de se dire, finalement, comment on veut avancer, comment on veut construire. Donc, on a pris le temps, et c'est pas du temps, je pense que c'est un temps qui est majeur. On a pris le temps de tendre le micro, d'écouter, d'analyser, de restituer, de partager pour pouvoir embarquer les équipes et pouvoir avancer ensemble. Et donc, le sujet derrière, et qui est encore en cours, comme je l'expliquais, c'est d'entretenir la dynamique et d'entretenir la transversalité sur la durée. Le risque, c'est de faire l'exercice, de partager le constat et quelque part de revenir, je dirais, chacun dans son camp avec ses façons de faire. Donc, on a, au travers de l'organisation, au travers de la gouvernance, des opportunités pour, je dirais, faire en sorte que les sujets sur lesquels on a décidé de converger ou les sujets sur lesquels on a décidé de travailler puissent être entretenus et puissent aboutir à des visions et à des pratiques communes. Ceci étant dit, on a, au cours des derniers mois, accompagné tous ces travaux de l'ouverture de la définition de notre nouveau plan stratégique et la construction de ce plan stratégique. Le premier plan stratégique, je dirais, bâti en commun, vient définitivement améliorer la polarité, améliorer, je dirais, la convergence des pratiques et vient, dès lors qu'on partage une vision commune, la façon dont on va le décliner, quand bien même on laissera, je dirais, de la flexibilité dans la façon dont on va l'exécuter, cette feuille de route commune et ce cadre commun constituera vraiment les fondations de cette culture commune. Et dernier point, avant de clôturer, et je l'ai vécu au travers de cette expérience, ça reste avant tout, je dirais, un sujet tourné autour des hommes. Et à l'ère du digital, à cause, je dirais, principalement de la crise sanitaire, il faut s'assurer, je dirais, que les hommes et que les équipes
puissent se rencontrer régulièrement, puissent échanger, puissent communiquer, puissent interagir si on veut quelque part construire cette culture commune. Merci beaucoup Jamel pour effectivement ce témoignage. Tu nous expliques bien que il faut prendre du temps pour comprendre les gens et avant de chercher à plaquer des organisations, il faut commencer d'abord par mesurer identifier leur culture propre. Tu nous as montré effectivement un iceberg pour signifier la partie invisible, les manières de penser, les savoirs non explicités. Les pensées implicites qui pourtant vont influencer sur nos comportements. Comment tu as pu faire pour que chacun accepte la différence de l'autre? Parce que là, on voit bien que tu as montré des différences, mais je crois savoir que tu as utilisé des moyens peu conventionnels, par contre, pour ça. Alors, oui, effectivement, on a eu, voilà. On a, alors avec beaucoup de modestie, hein, d'autres l'ont fait et on a essayé d'être innovant. Au-delà du discours, on a essayé de répertorier l'ensemble des sujets culturels, l'ensemble des expériences qu'on avait vécues au cours de ces premiers mois. On a essayé justement de les répertorier parce que pour certains d'entre eux, ça constituait des points de blocage. Et pour les équipes, par moments, c'était difficile d'aller à l'étape suivante parce qu'ils en étaient restés à leur premier échec et on avait du mal à les faire aller au-delà. Et donc, dans le cadre d'un séminaire, je rejoins mon dernier point, hein, il faut que les équipes se voient, échangent, se réunissent, qu'il y ait des moments de convivialité. De façon un peu surprenante, j'ai fait intervenir une personne de l'extérieur qui a un excellent background, je dirais, du monde de l'entreprise dans différents secteurs et qui a décidé d'orienter sa carrière autour de l'humour. OK ? Et donc, cette personne-là, elle a fait un diagnostic de ces éléments de difficulté. Et tout simplement, en ouverture de séminaire, juste avant d'aller dîner, j'ai demandé à cette personne-là d'intervenir et de faire une restitution, tout en respectant, je dirais, les personnes. Personne n'a été nommé, même si dans certains cas, les gens se sont reconnus, mais a fait une restitution très humoristique. Il a utilisé le rire pour se moquer quelque part ou oui, il a utilisé le rire pour mettre en avant les différents sujets et ça a été je dirais qu'en une heure et demie, je pense qu'on a gagné plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que dès lors que le sujet je dirais, avait été partagé à grande échelle, des sujets complexes, hein, avaient été partagés à l'échelle des membres qui étaient là, que tout le monde en avait ri, derrière, on avait réussi à rapprocher les équipes et à faire en sorte que, OK, on a eu des difficultés, dont acte, on en a bien ri, maintenant passons à la suite et avançons. Et donc, ça a été vraiment, je pense, un événement fondateur et j'ai vu des gens se transformer très clairement. J'ai vu des gens se transformer. Tout le monde arrive. Il y avait même le directeur général. Il y en avait pour tout le monde, pour être clair. Il n'y avait pas de, je dirais, encore une fois, il n'y avait rien de personnel dans ce qui était présenté. C'était factuel, c'était des choses qu'on vivait. Et le simple fait de pouvoir en rire, ça a permis de rapprocher les équipes. Oui, parce qu'effectivement, le rire, qu'il soit en anglais, qu'il soit en français ou qu'il soit avec un accent scandinave, il reste toujours un rire. Et effectivement, au moins, c'est une chose qui est commune qu'on va pouvoir partager. Ouais. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours rire, mais en tout cas, quelquefois, il faut savoir rire de nos différences pour pouvoir mieux les accepter. Merci beaucoup, Jamel. Est-ce qu'on a eu des questions? Je vois qu'effectivement, on a eu surtout des réactions sur le chat sur le fait que c'était voilà, ça pouvait être inspirant sur des modèles plus petits, de moins grande échelle, parce que là, effectivement, on est sur une échelle gigantesque.
Mais effectivement, sur des échelles, sur un GHT, on peut, ou sur des réseaux, comme je le disais en introduction, quand on veut organiser un réseau ou une communauté de territoire, c'est vrai que c'est bien de pouvoir prendre ce temps, comme tu l'as dit, d'identifier la culture et de comprendre les différences et ce qui nous rapproche, évidemment, avant de commencer à se dire qu'on va mettre en place des organisations. Est-ce qu'on a d'autres questions, Aurélie, Cécile, Marianne? Parce que là, j'avoue que je n'ai pas suivi forcément tout le… Pas de questions, surtout des remarques en réponse à la présentation, mais pas de questions visiblement. Voilà, on avait un peu préparé, bien évidemment, avec Jamel son intervention, mais je ne lui avais pas donné le détail de toutes les interventions. C'est assez intéressant de voir que même sur une échelle plus grande et sur une échelle de culture d'entreprise, on retrouve les thématiques qu'on a pu aborder tout au long de la semaine. Donc ça effectivement, c'est quelque part rassurant se dire qu'effectivement on est bien sur des sujets qui sont communs et avec notamment cet iceberg qu'on a vu apparaître un certain nombre de fois cette semaine au sein de nos journées. Merci encore, Jamel, pour avoir pris le temps de nous expliquer ce programme. Si jamais vous aviez des questions, n'hésitez pas effectivement à les poser, et puis on les transmettra à Jamel qui, je suis certain, pourra répondre aussi aux questions. Je vois effectivement l'heure qui passe. Là, on a clôturé hier les sessions de poster. On a bien sûr un gagnant. Je vais laisser Bénédicte Gastevoix, je crois effectivement, je l'ai vu nous rejoindre. J'ai cru reconnaître Bénédicte, voilà, effectivement, annoncer le grand gagnant de cette session 2020. Donc, je suis très heureuse de vous annoncer que le grand gagnant est le centre hospitalier d'Elbeuf-Louviers, avec son poster Culture Sécurité en atelier, c'est gagné. Voilà. Il a remporté ce concours avec 51% de votes en sa faveur. Donc, la majorité absolue est respectée. Donc, toutes nos félicitations à l'équipe et à cet établissement qui nous a adressé son poster, qui a donc remporté notre concours. Donc, il recevra notre traditionnel cadeau Canva, qui est en fait une machine à café pour pouvoir s'autoriser des pauses café. Voilà. Donc, il le recevra par voie postale, puisque cette année, nous ne pourrons pas être tous ensemble en présentiel. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça va être le moment pour nous de clôturer en fait cette semaine régionale. N'oubliez pas que ah oui, je vais laisser Marianne vous expliquer parce qu'effectivement on a un challenge tous les ans, mais là effectivement on a voulu organiser ce challenge, mais un peu de façon différente. Alors effectivement, cette année, on vous propose de participer à un challenge Canva puisque vous avez tous suivi avec grande attention les présentations qui ont eu lieu tout au long de cette semaine. Donc, on vous propose de vous rendre sur notre site internet à partir de lundi. Et sur notre site, vous pourrez retrouver un questionnaire qui reprend différentes thématiques qu'on a abordées sur la culture sécurité. Donc, ce quiz, vous pouvez y répondre du 7 novembre au 10 décembre. Pardon, il y a une faute dans le diaporama. C'est du 7 décembre au 10 décembre, 14 h. Donc, vous pouvez y répondre en ligne. Il y a une dizaine de questions. Et donc, à l'issue du 10 décembre, on fera une sélection des 3 gagnants par tirage au sort parmi les meilleurs scores. Et donc, les 3 gagnants seront avertis par email ou par téléphone si on arrive à les joindre de leur réussite. Et on leur transmettra, bien entendu, un lot qu'on laisse en surprise pour l'instant. Ce sera la surprise. On vous transmettra par voie postale également. Donc, on compte sur vous pour répondre nombreux à ce quiz. On peut déjà vous dire d'ores et déjà que ça vaut le coup de faire le challenge, hein, vraiment. Vraiment.
revenir aussi un petit peu sur le programme de Calva 2021, parce que crise oblige, ça nous a obligé aussi un peu à nous réorganiser, revoir un tout petit peu le programme, l'enrichir aussi. Marianne, je te laisse effectivement le soin effectivement d'expliquer notre nouveau programme, l'adaptation du programme, puisque… Voilà, en fait, c'est une continuité pour la plupart des actions, une continuité en tout cas dans les grandes thématiques de ce qu'on a pu vous proposer depuis 2019, donc qui était l'année où on a eu un nouveau CEPOM. Donc tout d'abord, sur les actions de formation, vous pouvez trouver les formations qu'on propose jusqu'à maintenant. Donc l'information en cas de dommages liés aux soins, outils de promotion de la bientraitance, chemin clinique. On vous proposera également une formation sur les méthodes EPP. Donc, on envisage de faire en e-learning. Au vu des événements de cette année, nous aussi, on s'est adapté. Donc, on propose de plus en plus de sessions e-learning. Et donc, c'est ce qu'on va développer encore plus intensément l'année prochaine. Donc, formation en gestion des risques en hygiène, gestion des risques d'erreurs médicamenteuses qu'on a commencé cette année avec une partie en e-learning et une partie en présentiel. Le parcours certification des établissements de santé qu'on n'a pas pu mettre en place cette année, mais comme nous venons de recevoir toute la documentation HAS, ça va pouvoir être chose faite l'année prochaine. Donc, on vous tiendra bien entendu informé. Le parcours management des risques et qualité sécurité en médico-social qu'on vous proposait déjà. Et un nouveau parcours sur la gestion de crise. Au niveau des communautés de pratique, on vous propose 4 thématiques à ce jour. Culture sécurité qu'on a largement abordé ces derniers jours. Relations avec les usagers, les certifications et la qualité en médico-social. On vous proposera également un certain nombre de rencontres. Alors, peut-être pas toutes en présentiel, puisqu'on a déjà largement expérimenté cette année les web-échanges. Donc, on fera très probablement un mix des deux, puisque c'est des formules qui conviennent aussi. Donc, sur des thématiques telles que la certification, le dossier patient également, le patient traceur, la culture sécurité, la qualité en médico-social, relations avec les usagers, une nouvelle thématique qu'on n'a pas pu mettre en place cette année, qui est celle du handicap, le travail en équipe. On proposera également notre journée régionale de Calva, qu'on espère cette fois-ci pouvoir faire en présentiel, les audits croisés médicaments et les rétex Covid-19. Voilà, en fonction de l'évolution de la crise, mais je pense qu'on pourra, au moins en début d'année, vous en proposer quand même quelques-unes. Le groupe de travail et projet, donc il y a un certain nombre de nouveautés pour l'année prochaine. Les audits croisés médicaments, cette fois-ci sur l'URC, donc reconstitution des chimiothérapies et HAD. L'identito-vigilance, notamment sur la partie évaluation suite aux nouveaux référentiels parus et aux nouvelles directives. La semaine sécurité patient, où là, on a gardé le mystère jusqu'à aujourd'hui, mais on en a parlé aussi un peu hier. On va tâcher de vous proposer un kit pour mettre en place un escape game. Un projet sur le résident traceur, dont vous aurez des nouvelles en début d'année. Les Olympiades du soin qui vont se poursuivre et le groupe sémantique, comment parler le même langage entre professionnels et usagers. L'expérience patient, les indicateurs qualité et des outils de gestion de crise qu'on pourra également vous proposer. Et une valorisation des expériences en Normandie. Enfin, on vous propose également la poursuite de l'accompagnement des établissements, donc à votre demande, soit sur la certification, suite à un événement indésirable grave associé aux soins, ou bien sur d'autres thématiques. Des fois, on accompagne sur des thématiques EPP. Donc là encore, vous pouvez nous faire votre demande et nous, après, on voit avec vous comment on peut répondre à votre demande. Avant de passer à la diapositive suivante, je vais passer la parole à Bénédicte, puisqu'elle a quelques mots à transmettre. Eh bien, je voulais remercier tous les participants d'avoir été extrêmement nombreux, puisque vous avez été 237 inscrits à cette semaine régionale. C'était pour Calva une nouvelle formule, c'était un défi. Donc, merci d'avoir répondu présent en étant aussi nombreux de tous les établissements de la Normandie, professionnels mais également usagers, représentants des usagers,
Merci beaucoup à tous. Et puis, je voudrais remercier infiniment l'équipe Calva qui s'est beaucoup mobilisée pour cette nouvelle édition avec ce nouveau format. C'était un véritable challenge pour eux et je trouve qu'ils l'ont relevé avec brio. Donc, vraiment, toutes mes félicitations à l'équipe Calva et à tous les partenaires qui ont participé à ces interviews, qui ont accepté d'être filmés et de répondre à l'invitation pour apporter leur témoignage en amont et également en direct. Donc, merci infiniment à tous. Et puis, on espère vraiment vous dire à très bientôt, à l'année prochaine. Et même si c'était un très grand succès, on espère quand même pouvoir se rencontrer en 2021 et retrouver notre journée régionale en présentiel tous ensemble. Merci beaucoup à tous. Merci. Oui, merci beaucoup en tout cas pour tous vos encouragements. Je voulais aussi juste remercier avant nos partenaires le conseil scientifique aussi qui nous a aidé à monter le programme. Et puis moi, j'ai vraiment un grand merci encore aussi pour toute l'équipe aussi Calva parce que voilà, vous avez réussi à relever un défi fou. Vraiment, je me souviens de vos yeux un peu incrédules quand je vous ai proposé qu'on le fasse en virtuel avec un délai, avec un délai qui était ultra court. Cela dit, l'incrédulité, elle a été très, très, très vite remplacée par des grands sourires et puis les idées ont fusé. Et je pense que c'est aussi ça, on parlait de culture de Calva, je pense que c'est ça aussi la culture de Calva, c'est que voilà, on propose des défis fous et j'ai une équipe juste géniale parce que vous arrivez à relever les défis. Et donc ça c'est vraiment voilà super. Vraiment, je suis super fier de vous. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Et il y a un truc qui se fait jamais dans un webinaire, mais je pense qu'on va le faire aujourd'hui. Je vais demander à Aurélie de réouvrir tous les micros. Et je vais demander, une fois que Aurélie aura ouvert tous les micros, je vais demander à tout le monde d'applaudir et d'applaudir l'équipe Calva et tous les intervenants parce que c'est grâce à toute cette équipe qu'on a pu avoir une super semaine. Je crois que je ne peux pas le faire à mon niveau, mais que tout le monde peut le faire à leur niveau. Je vais demander tous d'ouvrir vos micros et puis on a un petit point et puis vraiment, je vais vous demander voilà, d'applaudir et notre grande prêtresse Aurélie, d'ailleurs, qui a su chauffer la salle aussi, mais tout le reste de l'équipe, parce que tout le monde a participé. Voilà, c'est vraiment un super travail d'équipe. Merci aussi à tous les intervenants, à tous les participants. Ouais. Et voilà. Bravo. Voilà. Merci. Merci à tous. Merci vraiment à tous encore d'avoir été fidèles pendant toute cette semaine. Nous, on y a pris pas mal de plaisir. Je pense qu'on va avoir quelques idées encore pour la suite. On en parlait encore ce matin. Voilà, tout le monde va pouvoir, nous, on va se reposer un petit peu. Marianne va pouvoir souffler parce qu'on lui a mis une pression d'enfer quand même. Aurélie va dormir pendant une semaine, je vous garantis. Sandrine va se reposer parce qu'il n'y a plus d'inscription à faire. Et Cécile et Anne-Laure n'ont plus d'interview ni de. Il y a encore un petit peu de travail sur le site quand même, donc pas tout de suite encore. On se retrouve l'année prochaine, au mois de juin, on l'espère, et on l'espère tous en présentiel pour trinquer à nos 20 ans quand même. Et puis surtout, alors pour l'instant, on n'a pas encore de thématique, mais vos suggestions sont les bienvenues, bien évidemment. Merci encore. Marianne, est-ce que tu veux dire juste le mot de la fin? Je voulais dire, je pense au nom de toute l'équipe Calva, qu'on est vraiment ravis, encore une fois. Je vais reprendre les mots de Xavier, puisqu'il a déjà tout bien dit, mais c'est vrai que c'était un grand défi pour nous, cette semaine régionale. Ça a pris un succès, on ne s'attendait pas du tout à un succès tel que celui-ci, donc on est vraiment content d'avoir vu les réactions de chacun. On a bien vu que ça vous a apporté des choses, que vous avez pris plaisir à écouter tous les intervenants. Donc, nous, on est vraiment, vraiment ravis, encore une fois. Merci à vous. Vous répondez toujours présents, vous êtes toujours aussi nombreux et pour nous, c'est toujours un grand plaisir d'organiser ces événements pour vous. Donc, merci à tous. Merci à tous et puis bon week-end à tous et à bientôt.